C'est absolument énorme et j'ai besoin que vous soyez très attentifs. Car ce qui se passe en ce moment touche au cœur même de la question de savoir si Trump peut être arrêté avant qu'il ne transforme complètement le gouvernement américain. Les démocrates de la Chambre ont déposé des articles formels de destitution contre le président Trump. Pas un seul ensemble, mais plusieurs résolutions l'accusant de crimes et délits graves qui, selon eux, le rendent inapte à exercer les fonctions de président. Et en même temps, des groupes extérieurs font monter la pression sur son propre cabinet pour qu'il utilise le 25e amendement comme dernier recours si le Congrès refuse d'agir. Nous parlons des outils constitutionnels les plus extrêmes disponibles, ouvertement discutés comme des moyens de retirer un président en exercice du pouvoir. Ce n'est pas une opposition politique normale. C'est les démocrates et des groupes de défense qui disent croire que la situation est si grave que tous les mécanismes constitutionnels disponibles doivent être sur la table. Laissez-moi détailler ce qui se passe réellement ici, car cette histoire se construit depuis des mois et la plupart des gens ne réalisent pas à quel point la poussée pour destituer Trump est devenue sérieuse parmi ses adversaires les plus déterminés. En avril 2025, le représentant Sri Thanadar du Michigan a dévoilé cet article distinct de destitution contre Trump. Cet article couvrant tout, depuis l'obstruction à la justice jusqu'à l'abus des pouvoirs commerciaux, en passant par les violations des droits du premier amendement et les accusations de corruption. Il a accusé Trump d'usurper l'autorité du Congrès sur les dépenses, de créer des bureaux illégaux sans l'approbation du Congrès et de se livrer à des actes de corruption et de prise illégale d'avantages qui violent son serment. Thanadar s'est levé à la Chambre et a dit publiquement que Trump était inapte à servir en tant que président et a averti que ne pas agir maintenant lui permettrait de continuer à défier la Constitution sans aucune conséquence ni responsabilité. Et puis, quelques semaines plus tard en mai, le représentant Al Green a introduit sa propre résolution de destitution avec encore plus d'accusations contre le président. Green a accusé Trump de faire dégénérer la démocratie américaine en autoritarisme par des actions militaires non autorisées, des attaques contre le pouvoir judiciaire et des prises de pouvoir systématiques qui sapent la séparation des pouvoirs que les fondateurs ont intégrés à la Constitution. Il a déclaré que Trump poussait le pays vers une forme de gouvernement que les fondateurs ont explicitement conçu la Constitution pour empêcher. Un gouvernement où une personne détient tout le pouvoir et les autres branches ne peuvent pas l'arrêter. Ce sont des membres en exercice du Congrès qui disent que le président est un autoritaire qui doit être destitué avant qu'il ne détruise la démocratie elle-même. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant et où l'on commence à voir la dynamique politique à l'œuvre au sein du Parti démocrate. Lorsque la résolution de Green a été mise aux voix en juin, la plupart des démocrates de la Chambre ont en fait voté pour la mettre en sommeil et l'empêcher d'avancer. Le vote final était de 344 contre 79 pour tuer effectivement la résolution. Cela vous dit que la direction démocrate n'a actuellement aucune envie de poursuivre réellement une destitution, même si des membres de leur propre parti continuent de déposer ces articles exigeant la révocation de Trump. Mais avant d'aller plus loin, très vite, soyons honnêtes, vous ne pouvez plus vraiment faire confiance aux grands médias. C'est pourquoi nous avons créé Pump Politique, pour vous apporter de vraies histoires, un vrai contexte et pas de spin corporatif. Si vous voulez rester en avance sur les gros titres, rejoignez notre newsletter gratuite. Nous vous enverrons ainsi les nouvelles directement dans votre boîte mail chaque jour. Cliquez simplement sur le lien dans la description pour nous rejoindre. Et si vous voulez simplement soutenir ce que nous faisons, rejoignez-nous. Faites partie de la communauté qui se soucie vraiment de la vérité. D'accord, revenons à la vidéo. Merci, Madame la Présidente. Au cours des derniers mois, les commissions d'enquête de la Chambre ont mené une enquête en destitution sur les efforts du président Donald Trump pour solliciter des ingérences étrangères dans les élections de 2020, des efforts qui ont compromis notre sécurité nationale et menacé l'intégrité de nos élections. Tout au long de cette enquête, il a tenté de dissimuler les preuves au Congrès et au peuple américain. Notre président détient la confiance publique ultime. Lorsqu'il trahit cette confiance et se place avant le pays, il met en danger la Constitution. Il met en danger notre démocratie et il met en danger notre sécurité nationale. Les rédacteurs de la Constitution ont prescrit un remède clair pour les présidents qui violent ainsi leur serment. C'est le pouvoir de la destitution. Ils sont pris entre une aile progressiste exigeant une responsabilité immédiate et un calcul politique selon lequel la destitution se retournera contre eux dans une chambre contrôlée par les républicains, où elle n'a aucune chance de réussir, quelle que soit la force du dossier. Mais en dehors du Congrès, la pression continue de monter de la part des groupes de défense et des Américains ordinaires qui veulent de l'action et refusent d'accepter que rien ne puisse être fait. L'organisation Free Speech for People a annoncé début, mais que plus de 500 000 Américains avaient signé une pétition exhortant à de nouveaux articles de destitution contre Trump. Un demi-million de personnes mettant leur nom sur un document disant que ce président doit être destitué.
Leur équipe juridique a même publié des projets d'articles de destitution, exposant le dossier détaillé et soutenant que le Congrès a le devoir constitutionnel d'utiliser la destitution comme un frein au pouvoir présidentiel avant que Trump ne consolide ce qu'ils appellent une présidence autoritaire qu'il sera impossible de défaire plus tard. Et maintenant, on parle de plus en plus du 25e amendement comme d'une option nucléaire si le Congrès n'agit pas pour destituer Trump par le processus de destitution normal. Des commentateurs juridiques et des groupes de défense discutent ouvertement de la possibilité que le vice-président et une majorité du cabinet puissent déclarer Trump inapte et le démettre de ses fonctions sans passer par le Congrès du tout. Ils se réfèrent à des précédents historiques et à des analyses constitutionnelles, soutenant que le cercle intérieur de Trump lui-même devrait être la dernière ligne de défense si le pouvoir législatif refuse de faire son travail. Les chances que cela se produise réellement sont extrêmement faibles étant donné qui compose le cabinet. Mais le fait que des personnes sérieuses en discutent même vous montre à quel point ils trouvent la situation actuelle alarmante. Pouvez-vous croire que nous en soyons arrivés à un point où la révocation du président via le 25e amendement est discutée comme une possibilité réaliste par des experts juridiques et des organisations de défense? C'est fou. Vous vous moquez de moi? C'est l'histoire que tout le monde devrait surveiller, car elle vous montre à quel point la réaction contre Trump est devenue extrême et jusqu'où ses adversaires sont prêts à aller pour essayer de l'arrêter. D'accord. Creusons donc vraiment ce qui se passe avec ces efforts de destitution, car je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas les détails ou ont considéré tout cela comme un théâtre politique qui n'aboutira jamais et n'a pas d'importance. Et écoutez, il y a une part de vérité dans l'idée que la destitution a peu de chances de réussir dans une chambre contrôlée par les républicains, où il faut une majorité pour destituer, puis les 2/3 du Sénat pour condamner et révoquer. Mais cela ne signifie pas que ces efforts sont dénués de sens ou que nous devrions ignorer ce qu'ils nous disent sur l'état de la politique américaine en ce moment, dans ce moment incroyablement divisé. Les articles de destitution et la pression sur le cabinet de Trump représentent quelque chose de significatif. Une réponse constitutionnelle formelle à une présidence que les critiques disent systématiquement démanteler les normes démocratiques et concentrer le pouvoir d'une manière que les fondateurs ont explicitement tenté d'empêcher lorsqu'ils ont conçu notre système de gouvernement. Alors, laissez-moi vous expliquer ce que disent réellement ces articles de destitution et pourquoi les personnes qui les déposent croient que le dossier contre Trump est si solide que le Congrès a le devoir d'agir, même si le succès est improbable dans l'environnement politique actuel. Parce que les accusations sont vastes et qu'elles sont directement liées aux batailles constitutionnelles que nous avons couvertes sur cette chaîne pendant des mois. Les batailles tarifaires, les conflits judiciaires et les litiges sur la séparation des pouvoirs qui ne cessent de s'intensifier. Les 7 articles de destitution du représentant Tanodar présentent un dossier complet contre Trump qui touche à presque toutes les controverses majeures de son second mandat et brosse un tableau d'abus systématiques. Le premier article accuse d'obstruction à la justice, alléguant que Trump a interféré avec des enquêtes et des poursuites d'une manière qui sape l'état de droit et empêche la responsabilité pour les actes répréhensibles. Le deuxième article accuse d'usurpation de l'autorité du Congrès sur l'argent, accusant Trump de dépenser des fonds que le Congrès n'a jamais affectés et de rediriger l'argent vers des objectifs que les législateurs n'ont jamais approuvés. Cela touche au cœur de la séparation des pouvoirs car la Constitution donne explicitement au Congrès et non au président le contrôle des décisions de dépenses fédérales. Le troisième article accuse d'abus de pouvoirs commerciaux, soutenant que les tarifs d'urgence de Trump dépassent son autorité légale et équivalent à une saisie inconstitutionnelle du pouvoir qui appartient au pouvoir législatif en vertu de la Constitution. Cela est directement lié aux affaires de la Cour suprême dont nous avons discuté, où les tribunaux inférieurs ont déjà statué que Trump avait étendu ses pouvoirs d'urgence au-delà de ce que le Congrès avait prévu lorsqu'il a adopté ses lois. Le quatrième article accuse de violation des droits du premier amendement, accusant l'administration de prendre des représailles contre des critiques et de supprimer la parole d'une manière qui viole les protections constitutionnelles que chaque Américain est censé bénéficier, quelles que soient ses opinions politiques. Le cinquième article accuse de création d'un bureau illégal, se référant au département de l'efficacité gouvernementale et à d'autres entités que Tanodar dit avoir été établies sans l'autorisation appropriée du Congrès comme l'exige la Constitution. Les 6e et 7e articles accusent de prise illégale d'avantages et de corruption, alléguant que Trump a utilisé sa fonction pour son enrichissement personnel et accepté des avantages qui violent les interdictions constitutionnelles sur les émoluments que les fondateurs ont inclus spécifiquement pour empêcher les présidents d'être corrompus par des intérêts étrangers ou nationaux. Pris ensemble, ces 7 articles brossent le portrait d'un président qui a systématiquement violé son serment et abusé de son pouvoir d'une manière que la Constitution exige sa révocation. La résolution de destitution du représentant Green ajoute des accusations supplémentaires axées sur ce qu'il appelle la dégénérescence de la démocratie américaine vers l'autoritarisme sous la direction de Trump. Il accuse Trump de mener des opérations militaires non autorisées sans l'approbation du Congrès, comme l'exigent les dispositions sur les pouvoirs de guerre de la Constitution.
Il accuse Trump d'attaquer l'indépendance du pouvoir judiciaire en menaçant des juges et en suggérant que leurs décisions devraient être ignorées lorsqu'il n'est pas d'accord avec elles. Il soutient que les prises de pouvoir de Trump représentent une menace fondamentale pour l'ordre constitutionnel qui ne peut être traité par des processus politiques normaux comme les élections, car à ce moment-là, les dégâts seront déjà faits. Maintenant, voici la chose. Vous pouvez être d'accord ou non pour dire si ces accusations atteignent le niveau de crime et délit grave qui justifie une révocation en vertu de la norme de destitution de la Constitution. Des personnes raisonnables peuvent débattre pour savoir si les actions de Trump franchissent les lignes constitutionnelles ou relèvent de la large discrétion que les présidents ont traditionnellement exercée dans notre système. Mais ce que vous ne pouvez pas nier, c'est que des membres en exercice du Congrès croient que le dossier pour la destitution est suffisamment solide pour mettre leur nom sur des résolutions formelles exigeant la révocation du président. Ce n'est pas quelque chose qui se produit en temps politique normal. C'est quelque chose qui se produit lorsque les gens croient que la situation est vraiment dangereuse. Le vote sur la résolution de Greene en juin révèle les profondes divisions au sein du Parti démocrate sur la façon de répondre à la présidence de Trump et sur le point de savoir si la confrontation ou la prudence est la bonne approche. D'un côté, vous avez des progressistes comme Tanodar et Greene qui croient que la destitution est un devoir constitutionnel, qu'elle puisse ou non réussir politiquement. Ils soutiennent que le Congrès doit prendre position contre les abus de pouvoir de Trump, même si les républicains ne voteront jamais pour le révoquer, car le dossier historique est important. Ils disent que l'histoire jugera sévèrement les démocrates s'ils sont restés les bras croisés pendant qu'un président démantelait les institutions démocratiques sous leurs yeux sans même essayer de l'arrêter. De l'autre côté, vous avez la direction démocrate et les modérés qui craignent que la destitution ne soit un piège politique qui leur fera plus de mal qu'à Trump. Ils se souviennent comment les efforts de destitution lors du premier mandat de Trump ont dynamisé sa base et l'ont fait passer pour une victime d'un excès partisan plutôt que pour quelqu'un qui méritait d'être destitué. Ils craignent que poursuivre la destitution dans une chambre contrôlée par les républicains échoue spectaculairement et ne donne à Trump un argument sur le fait d'être blanchi, qu'il utilisera constamment pendant les élections de 2026. Ils préfèrent se concentrer sur la victoire aux élections et enquêter sur la conduite de Trump sans le drame des procédures de destitution formelles que tout le monde s'est condamné à l'échec. Le vote de 344 contre 79 pour mettre la résolution de Greene en sommeil montre que la prudence de la direction l'a emporté, mais 79 démocrates ont tout de même voté pour maintenir l'effort de destitution en vie malgré la pression de la direction pour le tuer. C'est une minorité significative du caucus prête à soutenir publiquement la révocation même lorsque les dirigeants du parti leur ont dit de se tenir à l'écart et de suivre la ligne. Et la pression extérieure de groupes comme Free Speech for People, avec leur pétition de 500 000 signatures, maintient la question en vie dans la conversation publique même lorsque le Congrès essaie de passer à autre chose. La discussion sur le 25e amendement ajoute une autre dimension à cette histoire qui va au-delà du Congrès et met la pression directement sur le cercle intérieur de Trump. Le 25e amendement permet au vice-président et à une majorité du cabinet de déclarer le président incapable d'exercer les pouvoirs et les devoirs de sa charge et de transférer le pouvoir au vice-président. Il a été conçu principalement pour les situations où un président est incapacité. Pensez à une maladie grave, une blessure ou une urgence médicale. Mais certains juristes soutiennent qu'il pourrait théoriquement être invoqué si le comportement d'un président pose un danger pour le pays, même s'il est physiquement et mentalement capable de fonctionner dans sa vie quotidienne. Les chances que le vice-président Vance et le cabinet de Trump invoquent réellement le 25e amendement sont pratiquement nulles compte tenu de la réalité politique. Ce sont des personnes que Trump a personnellement choisies, qui lui sont loyales et à son programme, et qui doivent leur position à sa faveur. Mais les groupes de défense continuent de le soulever comme une option théorique pour mettre la pression sur l'administration et pour faire valoir que le cercle intérieur de Trump lui-même a une responsabilité constitutionnelle de le restreindre si sa conduite devient suffisamment dangereuse pour menacer le pays. Il se réfère à des reportages de crise antérieures suggérant que des membres du cabinet et du personnel de la Maison-Blanche ont parfois dû intervenir pour empêcher Trump de prendre des actions qu'ils considéraient comme téméraires ou illégales. Et ils soutiennent que cette responsabilité continue. D'accord. Analysons donc ce que cela signifie réellement pour le pays et pour la présidence de Trump à l'avenir. Parce que je sais que le discours sur la destitution peut sembler abstrait et déconnecté de la vie quotidienne. Mais ces confrontations constitutionnelles sont importantes pour la manière dont le pouvoir est exercé en Amérique et pour savoir s'il existe de réelles limites à ce qu'un président peut faire lorsqu'il décide de repousser les frontières. Alors, laissez-moi vous donner les points clés que vous devez comprendre concernant cette poussée de destitution et la pression sur le cabinet de Trump. Point numéro 1. Des articles formels de destitution ont été déposés contre Trump, formulant des accusations constitutionnelles spécifiques liées directement aux principales batailles de son second mandat. Ce n'est pas seulement une rhétorique ou une posture politique destinée à attirer l'attention. Ce sont des résolutions officielles du Congrès inscrites dans le registre permanent, accusant le président de crimes et délits graves tels que définis par la Constitution.
Les 7 articles du représentant Tanodar couvrent l'obstruction à la justice, l'usurpation du pouvoir du Congrès, l'abus d'autorité d'urgence, les violations du premier amendement et la corruption. La résolution du représentant Green accuse Trump de pousser le pays vers l'autoritarisme par des attaques contre les tribunaux et des actions militaires non autorisées. Ces accusations créent un dossier formel d'opposition qui fera partie de la documentation historique de cette présidence, qu'elle réussisse ou non à le révoquer réellement. Les allégations spécifiques dans ces articles correspondent étroitement aux batailles constitutionnelles que nous avons suivies tout au long du second mandat de Trump sur cette chaîne. L'accusation d'abus de pouvoirs commerciaux est liée aux affaires de la Cour suprême contestant ces tarifs d'urgence que les tribunaux inférieurs ont déjà jugés excéder son autorité. L'accusation d'usurpation de l'autorité du Congrès est liée à ses décisions de dépenses et à la création de nouveaux bureaux gouvernementaux sans approbation législative. L'accusation d'attaque contre le pouvoir judiciaire est liée à ses menaces publiques contre des juges et à ses suggestions selon lesquelles leurs décisions devraient être ignorées lorsqu'il n'est pas d'accord avec elles. Que vous pensiez ou non que ces actions justifient une révocation, elles représentent une critique constitutionnelle cohérente de la manière dont Trump exerce le pouvoir qui sera débattu par les historiens pendant des generations. Point numéro 2. La direction démocrate a bloqué la destitution parce qu'elle ne croit pas qu'elle puisse réussir et craint qu'elle ne se retourne politiquement à l'approche des élections de mi-mandat. Le vote de 344 contre 79 pour mettre la résolution de Green en sommeil vous dit tout sur la position du parti actuellement sur cette question. La plupart des démocrates, y compris la direction, ont voté pour tuer l'effort de destitution plutôt que de le laisser passer à un débat et à un vote qui échouerait dans une chambre contrôlée par les républicains. Ils ont pris une décision calculée que les coûts de la poursuite de la destitution dépassent les avantages, lorsqu'il n'y a aucune chance de révoquer réellement Trump étant donné la composition actuelle du Congrès. Cela crée une véritable tension au sein de la coalition démocrate entre les progressistes exigeant une responsabilité immédiate et les modérés axés sur la stratégie électorale pour 2026. Les progressistes soutiennent que la destitution est un devoir constitutionnel qui transcende les calculs politiques sur ce qui aide ou nuit aux prochaines élections. Ils disent que le Congrès a l'obligation de s'opposer formellement aux fautes présidentielles même lorsque la révocation est impossible, car le dossier historique est important et parce que le fait de ne pas agir normalise un comportement qui devrait être inacceptable dans toute présidence. Les modérés rétorquent que les efforts de destitution ratés renforcent l'image de Trump et lui donnent un récit de victimisation qui dynamise sa base et décourage les électeurs indécis à l'approche d'élections cruciales. Les 79 démocrates qui ont voté contre la mise en sommeil représentent un bloc important prêt à défier la direction sur cette question parce qu'ils croient que les enjeux sont trop élevés pour la prudence. Ils incluent certains des membres les plus progressistes du Congrès qui croient que le dossier contre Trump est trop sérieux pour être ignoré, quelles que soient les conséquences politiques qu'il pourrait entraîner. Cette division interne ne va pas disparaître et s'intensifiera probablement si Trump continue de repousser les limites constitutionnelles d'une manière qui provoque de nouveaux appels à sa révocation de la part de membres déjà frustrés que la direction continue de bloquer l'action. Point numéro 3. La pression extérieure des groupes de défense maintient la conversation sur la destitution en vie même lorsque le Congrès essaie de passer à d'autres priorités. Les 500 000 signatures collectées par Free Speech for People représentent une demande de base substantielle pour une action que les élus ne peuvent complètement ignorer, même s'ils le veulent. Ces campagnes de pétition et les projets d'articles de destitution publiés par des organisations d'aide juridique créent une campagne de pression permanente qui s'enflamme chaque fois que Trump prend une action que ses critiques considèrent comme un abus de pouvoir. Les groupes de défense jouent un jeu à long terme qui va au-delà du Congrès actuel. Ils savent que la destitution a peu de chances de réussir avec les républicains contrôlant la Chambre, mais ils veulent constituer un dossier, faire évoluer l'opinion publique et créer des conditions où la révocation devient plus politiquement viable si la conduite de Trump devient assez flagrante pour toucher les électeurs modérés actuellement indécis. Ils se préparent également à la possibilité que les démocrates reprennent la Chambre en 2026, auquel cas tous les travaux de fond menés actuellement pourraient devenir la base de véritables procédures de destitution avec une réelle chance d'être adoptées et de faire pression sur le Sénat pour qu'il agisse. Point numéro 4. La discussion sur le 25e amendement représente l'option constitutionnelle la plus extrême évoquée par les critiques de Trump. Même si elle est extrêmement peu susceptible de se produire compte tenu de qui compose le cabinet, l'idée que le vice-président Vance et une majorité de secrétaires du cabinet se retournent contre Trump est fondamentalement fantaisiste étant donné que ce sont des personnes qu'il a personnellement choisies, qui partagent sa vision politique et dépendent de son soutien pour leur poste. Mais les groupes de défense continuent de la soulever pour des raisons stratégiques. Pour suggérer que la conduite de Trump est si alarmante que même sa propre équipe devrait envisager s'il est apte à exercer ses fonctions et si elle a un devoir constitutionnel d'agir. La conversation sur le 25e amendement sert également à mettre les membres individuels du cabinet sur la sellette et à les obliger à défendre publiquement les actions de Trump. Chaque fois qu'une nouvelle controverse éclate, les critiques peuvent demander si c'est enfin la chose qui pousserait le cabinet à agir pour protéger le pays.
Cela crée un cadre narratif où le cercle intérieur de Trump est implicitement responsable de tout ce qu'il fait parce qu'il a le pouvoir théorique de l'arrêter et choisit de ne pas l'utiliser. Que cela soit juste ou non, ce cadre met une pression supplémentaire sur les responsables de l'administration et maintient la question de l'aptitude de Trump à exercer ses fonctions dans la conversation publique où ses critiques le souhaitent. Voici à quoi tout cela se résume alors que nous envisageons la suite du mandat de Trump et les élections de 2026 qui détermineront l'orientation future du pays. Les articles de destitution et la pression sur le cabinet représentent la réaction constitutionnelle la plus agressive contre un président depuis la dernière fois que Trump a été destitué lors de son premier mandat. Ses adversaires utilisent tous les outils disponibles pour essayer de l'arrêter, ou du moins de le ralentir, et de documenter sa conduite pour l'histoire. Ils déposent des accusations formelles au Congrès. Ils collectent des centaines de milliers de signatures exigeant une action. Ils discutent ouvertement d'utiliser le 25e amendement comme option nucléaire. Rien de tout cela n'a arrêté Trump jusqu'à présent. Les efforts de destitution ont été bloqués par la direction qui craint les conséquences politiques. Le cabinet n'invoquera pas le 25e amendement contre le président qu'il sert. La pression de base n'a pas suffisamment mobilisé les démocrates modérés pour changer le calcul politique. Mais le battement de tambour constant de l'opposition constitutionnelle façonne l'environnement politique à l'approche des élections de mi-mandat. Il oblige les électeurs à se confronter à la question de savoir si la conduite de Trump est acceptable ou s'il est allé trop loin. Les partisans de Trump voient tout cela comme la preuve que l'establishment est déterminé à l'abattre, quoi qu'il fasse. Ils considèrent les efforts de destitution comme le dernier chapitre d'une chasse aux sorcières de plusieurs années par des démocrates qui refusent d'accepter qu'il ait gagné 2 élections présidentielles loyalement. Les tentatives constantes de le destituer ne font que renforcer leur conviction qu'il lutte contre des forces corrompues qui n'hésiteront à rien pour le détruire. Les opposants à Trump voient les efforts de destitution comme une réponse constitutionnelle nécessaire à un président qui démantèle les normes démocratiques et concentre le pouvoir de manière dangereuse qui menace la République. Ils croient que l'histoire les jugera sévèrement s'ils n'ont pas épuisé toutes les options disponibles pour arrêter ce qu'ils considèrent comme une prise de pouvoir autoritaire. Les lignes de bataille sont tracées et aucun des deux camps ne recule. Restez à l'écoute, car cette confrontation constitutionnelle est loin d'être terminée et le prochain chapitre pourrait être le plus dramatique.